Guy Dugas, qui a été à l'origine de cette séance et auteur de cet ouvrage, est bloqué dans un train entre Lyon et Auxerre et qu'il ne sera pas des nôtres. Jusqu'il y a 1 heure, on pensait qu'il serait là avec un peu de retard, et là, il vient de m'annoncer qu'il avait 3 heures de retard, donc il sera là pour l'apéro tout à l'heure. Donc, nous allons essayer de tenir cette séance dans des conditions particulières, vu qu'il sera absent. Je vais me permettre de parler de son ouvrage. Nous sommes quelques-uns à avoir lu cet ouvrage, y compris dans la salle, et nous avons également 2 autres ouvrages à présenter. Alors, comme beaucoup d'entre vous l'ont su, Guy a établi et préfacé ce qu'on pourra appeler le journal de Jean Sénac. Alors, il y a un débat sur la notion de journal, mais on va retenir ce mot qui me semble important. C'est le journal qui couvre le plus sûrement la vie de Jean, au sens où il débute en 1942, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans, et il finit en 1973, quelques jours avant son assassinat. Ce texte présente la particularité, d'après les mots mêmes de Guy, d'être la matrice de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à sa lecture, on se rend compte qu'il contient l'essentiel de ce qu'on a vu ailleurs. Et c'est extrêmement rare dans la vie d'un écrivain que le fondement, la matrice de l'œuvre se découvre après que l'essentiel de l'œuvre ait été publié. Je crois qu'il faut retenir ça. Et pour ne pas faire trop de circonvolutions, je vous dirais que pour ma part, je l'ai pris comme un roman. C'est-à-dire un déroulé, un récit qui a un début, une fin, des contenus, des ruptures, des écritures extrêmement différenciées. Et c'est en ce sens que pour moi, c'est une œuvre complète, même si Guy s'empresse de préciser, dans sa préface, qu'il s'agit de carnets divers, dispersés, qu'il a été obligé de chercher sur 2 continents, pour l'essentiel, auprès d'amis, auprès d'archives, et donc c'est bien des fragments qui ont été réunis pour faire cette œuvre dans sa globalité. Voilà, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce qu'il ne faut pas le lire seulement comme des copies d'archives, il faut le lire comme œuvre complète dans sa continuité, je pense. Voilà ce que je peux dire de cet ouvrage. Nous allons parler de 2 autres livres. D'abord, si tu me permets, Jean-Pierre, l'ouvrage de Jean-Pierre Benesti, dont il va parler, qu'il va présenter, et qui, pour moi, présente l'extrême richesse de voir un Jean polyvalent. C'est-à-dire que c'est Jean Sénac extrêmement impliqué dans tout ce qui est vie artistique. Et on le connaît tous comme écrivain, comme poète. Mais là, il donne à voir une facette de lui-même, d'un extrême engagement dans le domaine artistique, et ce n'est pas sans lien avec le fait qu'il a notamment été l'ami de la famille Benesti, dont Jean-Pierre va parler dans un instant. Le 3e ouvrage, un tout petit texte, mais un vrai bijou, qui s'appelle Jean Sénac, Suite oranaise, est un... comment dire? Ce sont 3 morceaux de ce que Jean appelait l'œuvre perpétuelle, c'est-à-dire un roman autobiographique qui n'a jamais
terminé, qu'il a commencé autour de 59 et qui n'a jamais terminé. Et ce texte qu'il a commencé et qui n'a pas fini, il l'appelle également l'ébauche du Père. On va parler probablement de la biographie de Jean, mais ébauche du Père parce que Père absent, Père qu'il n'a jamais connu. Donc, c'est un texte extrêmement intéressant parce qu'on voit là une écriture qui se rapproche de l'écriture de la fiction et avec une maîtrise extraordinaire, même si on entend entre les lignes en permanence la voix du poète, parce que Jean était essentiellement un poète. Je précise que ce travail a été coordonné et présenté par quelqu'un qui n'est pas avec nous non plus, c'est Kai Kränke. Donc, il fait partie de ceux qui ont travaillé sur cette œuvre. Voilà les trois ouvrages, la partie, si je puis dire, promotion, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Pierre Benisti, qui va parler de son livre, et nous aurons également une intervention de Marie Virol, qui a bien voulu renforcer l'équipe, voilà, et qui se présentera tout à l'heure. Jean-Pierre, à toi. Oui, bon, alors, c'est un livre de souvenirs essentiellement et de réflexion. Cet ouvrage est né d'un article sur Jean Sénac que Marie Virol m'avait demandé avec le regretté Hamid Nasser Hodja. Aux alentours des années 2007-2008, il y a eu un numéro spécial de la revue Algérie Littérature Action qui était consacré à Jean Sénac. Donc Hamid m'avait demandé d'écrire mes souvenirs personnels sur Jean Sénac, et de là est né le fait que j'ai écrit d'autres souvenirs, notamment des souvenirs sur les relations de mon père, qui était artiste, peintre et sculpteur, avec Albert Camus, et aussi des souvenirs personnels sur l'Algérie. Donc, en ce qui concerne Camus, qui fait partie de cet ouvrage, on n'en parlera pas, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Par contre, on parlera de Sénac. Alors, donc, j'ai connu Jean Sénac très jeune, étant donné qu'il habitait une rue qui est une rue parallèle c'était la rue Barra à Alger, à Bab el-Oued, et la rue Barra était parallèle à la rue Franklin où il y avait mon école. Donc quand je sortais de l'école à 11h, je rencontrais souvent Jean Sénac, puisque c'était une figure connue, puisque je le voyais dans les vernissages d'exposition. Donc j'ai connu Sénac à ce moment-là, et notamment mes parents m'avaient amené au lancement de la revue Terrasse. La revue Terrasse qui a été la grande revue que Sénac avait fondée. Et c'est une des revues extrêmement importantes, puisque en 1953, nous avons dans la revue Terrasse l'essentiel de littérature algérienne de cette époque-là, puisque ça commençait par Retour à Tipaja de Camus, et il y avait des textes de Mohamed Dib, de Mouloud Feraoun et de Manuel Robles. Donc c'était, pour ainsi dire, déjà l'anthologie de la littérature algérienne de langue française. Bon, ensuite, je voyais Sénac souvent dans les vernissages d'exposition.
notamment une grande exposition qu'il avait faite autour de Sauveur Galiero, Baya, Ben Aboura et puis d'autres peintres comme Maisonseul ou Nallard. Bon, ensuite, je n'ai plus vu Sénac pendant la guerre d'Algérie, puisqu'il s'était exilé à Paris, et je l'ai revu au début de l'indépendance, et là nous nous voyons souvent, toujours dans les vernissages, puisqu'il animait une galerie qui s'appelait la Galerie 54. Il a fait également beaucoup de conférences. Et puis, on a vu Sénac être marginalisé au niveau de la vie artistique en Algérie. Et à partir de 65, du moins du coup d'État de 65, Jean Sénac n'était plus en odeur de sainteté. Bon, et après, bon... Il a eu le destin que l'on sait. Bon. Donc, voilà ce que je pouvais dire là. Merci. L'importance de ce texte, vraiment pour surtout les gens qui ont envie de rentrer dans l'histoire artistique de cette période, c'est tous les personnages qui sont croisés et que Jean fait vivre, parce que c'est des milieux artistiques extrêmement divers, c'est aussi des milieux politiques, et je pense que ça a à la fois une valeur littéraire et historique importante. Je donne la parole à Marie Virol. Oh, oui. Est-ce qu'il marche? Oui, ça marche. Bonjour à tous, à toutes. En fait, je vais enchaîner sur ce que Jean-Pierre vient de nous dire, parce qu'en effet, nous avons publié dans la revue Algérie Littérature Action, dès les années 2000, ce premier texte sur Sénac de Jean-Pierre. Et là, je suis en train de le revoir, parce que j'ai été prévenue il y a 5 minutes que je devais être à cette tribune, donc vous pardonnerez le côté un peu impromptu de mes interventions. Je suis en train de retrouver ce texte, Jean-Pierre, et si tu me permets, je serais heureuse d'en lire un petit passage dans la version donc, que nous avions publiée à l'époque et qui t'avait servi un petit peu de départ. Voilà. Il s'agit de tes retrouvailles avec Sénac à Paris en 61, donc. Alors tu écris « Je sus qu'une soirée consacrée à la poésie algérienne était organisée, alors non, on est en février 62, par la section de l'UNEF des étudiants en lettres de la Sorbonne. Je m'y suis rendue et c'est à cette occasion que j'ai retrouvé Sénac qui participait à cette lecture de texte. Je me suis présentée à lui et lui ai donné des nouvelles de mes parents, de leurs amis Michael, Maisonseul, etc. J'ai toujours dans ma bibliothèque le polycopier reprenant les textes de la soirée. Alors, c'est ça qui est intéressant. Textes des comptines populaires comme les Boukalat, poèmes kabyles de Simohand, poèmes d'écrivains algériens de langue française ou de graphie française comme le dirait plus tard Sénac, Kateb Yassine, Hossein Bouzaher, Nordine Tidafi, Anna Grecki, Henri Créa, Mohamed Dib et Jean Sénac lui-même. J'avais été particulièrement touchée par son poème sur l'Espagne. Espagne, qu'es-tu donc, sinon ce frôlement d'épervier dans le cœur, sinon la nuit. Voilà, la deuxième partie de la soirée était un concert de musique arabo-andalouse. Je trouve que c'est très intéressant cet extrait, d'abord parce qu'on voit qu'à Paris, Sénac n'a jamais cessé d'être un militant à la fois politique et culturel. Et donc, je pense que cette soirée de l'UNEF, c'est largement lui qui l'avait organisée au vu des textes et des noms qu'on entend. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue. Et puis, ça rend un peu plus vivante cette période d'absence de Sénac de l'Algérie, parce qu'en fait, il n'a jamais cessé, ici en milieu parisien, d'être très actif.
Et on le retrouvait dans différents cercles. Bien sûr, il faisait partie de la Fédération française du FLN. Et on lui avait demandé de ne pas se rendre au maquis, ce qui avait été pourtant son désir le plus cher. Il aurait voulu prendre les armes. Ça lui a été, entre guillemets, interdit. Et donc, il a activé dans les milieux qu'il connaissait bien et de façon intense. Voilà, donc c'était pour commencer et faire la transition. Donc, en effet, moi, je suis ce qu'on appelle une sénacienne convaincue. J'ai donc beaucoup travaillé sur l'œuvre de Sénac, et comme éditrice et comme chercheuse, écrivaine, essayiste, pour des textes plutôt courts. Et avec notre ami, à quelques-uns ici, très très cher, que Jean-Pierre a évoqué, Hamid Nasser Hoxha, qui était le grand spécialiste de Sénac, je tiens à le dire, dans des conditions souvent très compliquées, parce que Hamid vivait et travaillait à Djelfa, c'est-à-dire au sud de l'Algérie, et qu'il travaillait avec des chercheurs à Montpellier ou à Paris ou ailleurs. Et ce n'était pas toujours simple de faire les déplacements. Ce n'était pas toujours simple non plus de communiquer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Bref, donc j'ai beaucoup travaillé avec Hamid et notamment, nous avons sorti en 1998 les Inédits de Sénac, un pavé de 600 pages environ qui s'appelait « Pour une terre possible », qui est maintenant un ouvrage épuisé, qui a été, je dirais, la relance du travail, des études sur Sénac, des publications sur Sénac, donc fin des années 90. Et je dois dire que c'est grâce à Hamid et moi, qui venais l'épauler en tant qu'éditrice, que nous avons pu relancer l'intérêt pour Jean Sénac, qui avait à l'époque beaucoup pâti, beaucoup perdu de son importance dans les milieux littéraires. Donc, dans cet ouvrage, nous avons publié donc les inédits de toutes sortes de Sénac. Pour une terre possible, c'était une citation de lui-même, hein, en disant qu'il écrivait pour les générations futures, et pour une terre possible algérienne où pourraient se côtoyer les différentes sensibilités, les différentes origines, les différentes langues, les différents styles, et cette Algérie plurielle qu'il n'a jamais cessé de défendre n'a pas vraiment vu le jour, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle est toujours dans l'esprit, dans le cœur, et je crois dans les projets les plus utopiques des amis algériens et franco-algériens qui connaissent bien l'œuvre de Jean Sénac et qui l'apprécient. Donc après, avec Hamid, nous avons publié un certain nombre de textes dans la revue Algérie Littérature Action, dont ceux du numéro spécial que tu évoquais, Jean-Pierre, mais d'autres aussi. Alors, soit des contributions de gens qui étudiaient l'œuvre de Sénac, soit encore des inédits, avec évidemment l'accord de son fils adoptif Jacques Miel, qui était son héritier, exécuteur testamentaire, et donc ayant droit, le seul ayant droit. Hamid Nasser Hoxha étant lui un de ses exécuteurs testamentaires officiels qui figure sur le testament de Sénac. Hamid était un poète, un jeune poète, et c'est ainsi qu'il a connu Sénac déjà dans les années 70, avant son assassinat. Donc les textes dont vous venez de parler, les deux ouvrages, les trois même que vous avez présentés, quelque part nous les avions un peu précédés avec Hamid en publiant déjà des extraits du journal, hein. Notamment on a publié le journal de 47, les extraits du journal de 47, Sana, hein, les extraits Sana de Jean Sénac. On a publié aussi les matrices de ébauche du père dans les proses oranaises, aussi dans le numéro spécial, et donc celui de Jean-Pierre dont nous venons de parler. Donc je peux dire que Hamid a été le moteur
vraiment le moteur de tout ce que maintenant nous récoltons comme magnifiques fruits que vous présentez ce matin. Et j'ai accompagné sa démarche pendant plusieurs années. Et je ne vous cache pas que son décès pour moi, à titre personnel, mais je crois pour l'ensemble des gens qui tiennent à l'œuvre de Sénac, à la personne de Sénac et à la diffusion de ses idées, ont été très très affectés par la disparition de notre ami Hamid Nasser Hoxha, à qui je tiens à rendre aujourd'hui, avec vous aussi, un hommage très très appuyé. Voilà ce que je peux dire. Le dernier texte que j'ai écrit sur Sénac est sorti dans ce petit ouvrage collectif que j'ai coordonné avec Christiane Chollet-Achour. Ce sont des textes autour de la guerre de libération, des textes littéraires. Et j'ai écrit sur Sénac un nouvel article, puisque j'en ai écrit pas mal, un peu partout, qui s'appelle, alors je vais essayer de vous donner le titre exact, parce que je ne l'ai plus en tête là, je sais que j'ai travaillé sur Matinale de mon peuple, et donc j'ai dû appeler ça, voilà j'y arrive, pardon, voilà, Jean Sénac, 1961, Jean Sénac, Matinale de mon peuple, un poème, puis un recueil et toujours un symbole. Matinale de mon peuple, c'est un texte qui, comme beaucoup de textes de Sénac, a cheminé avec des versions différentes, a été repris dans différents ensembles. Sénac travaillait beaucoup comme ça, à géométrie variable. Il était extrêmement sensible justement au contexte, aux atmosphères, aux émotions aussi. Et donc, il reprenait ces textes, il les amendait, il les republiait autrement dans un autre ensemble, etc. Donc, Matinale de mon peuple, ça a d'abord été un poème. Et c'est un poème qui est arrivé tôt dans la vie de Sénac, 1949. Et finalement, ça a été un recueil, le titre d'un recueil, qui lui est sorti chez Supervie. Là aussi, coup de chapeau à cet éditeur courageux qui a publié du Sénac en pleine guerre de libération et au péril de sa vie, plastiqué par l'OAS 2 fois. Bref, intimidé par le pouvoir français. Supervie donc a publié Matinale de mon peuple en 61. Donc c'est autour de ce texte et de ce titre que j'ai écrit ce dernier article. Et peut-être pour terminer, et pour le bonheur de nous tous, peut-être je pourrais dire le poème Matinale de mon peuple qui était de 1949, donc du jeune Sénac, poème dédié à Baya, la peintre, notre grande peintre, et non seulement dédié à Baya, mais inspiré par Baya. Baya qui a été on va dire une amie, une collaboratrice de Sénac pour ses revues aussi, qui l'a introduit surtout à toute la culture populaire algérienne, d'expression berbère, kabyle ou autre, et arabe populaire. C'est par Baya qu'il est entré dans le monde de la création populaire, et notamment par les bouqalat, justement, puisqu'elle a traduit pour lui un certain nombre de ses textes. Alors, le poème pour Baya, Matinale de mon peuple, tu disais des choses faciles, travailleuse du matin, la forêt poussait dans ta voix, des arbres si profonds que le cœur s'y déchire et connaît le poids du chant, la tiédeur d'une clairière pour l'homme droit qui revendique un mot de paix, un mot à notre dimension. Parle, ô tranquille fleur, tisseuse des promesses, prélude au suréveil de l'orge, dès que bientôt l'acier refugera la gorge, bientôt le douar entamera la nuit, tu m'apprends à penser, à vivre comme tu es, matinale, attachée à l'obscure demeure. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, pour continuer avec le plaisir de la lecture, je vais vous lire 2 courts extraits de Suite oranaise. D'abord, une annotation de Jean. Je lis.
je peux écrire. Je lis ce qu'il se passe à Oran et peux écrire, au-delà de l'horreur, une ville déréglée, une ville forte, une ville désorientée au rouage affreux, dans le sang, la mort, et cette chose atroce, incontrôlable, déchaînée, mortelle, la folie, le dérèglement mental. Cette description alors, excusez-moi, concerne donc ce texte qui s'appelle Oran de l'aube. À l'heure du matin où je rejoins ma chambre, après des promenades sourdes, la colline couvre la ville d'une ombre jaune qui sent le papier et le chou. Les premiers bruits de fer blanc, de moteurs et de pas déferlent sur les rues. Duvet de l'aube, nerfs, l'enfant crie son journal, un homme tousse, une femme pousse ses persiennes numides, l'agent de service se frotte les mains et bâille. L'air est en lame de rasoir. Dans une heure, il fera chaud. Les arbres sont des pierres rondes, les arbres d'ici ne sont pas verts, mais d'un gris plâtré, comme dartré, recouverts de toiles d'araignées inégales. Ils ont l'immobilité fascinante des choses pétrifiées. Le vent ne les arrache pas au cheminement figé de leur sève, nourris de calcaire et d'urine. Voilà, juste de quoi donner envie de lire la suite, parce que je trouve que c'est un texte absolument fabuleux et qui donc fait partie de cette œuvre jamais achevée, dont je parlais tout à l'heure. Pardon, Ébauche du Père a tout de même été publié chez Gallimard en tant que roman, certes inachevé, mais présenté comme une œuvre achevée, quelque part. C'est toute l'ambiguïté de ce texte, mais c'est toute l'ambiguïté de Sénac en général, qui n'est jamais achevé. Rien n'est jamais achevé chez lui. Tout est toujours ouvert, et nous sommes encore là pour dire que c'est toujours ouvert, Sénac. Absolument d'accord, absolument d'accord. Qui a été publié par Belhamri, je crois. Alors, oui, c'est Rabat Belhamri qui avait fait l'introduction de ce texte chez Gallimard pour pouvoir avoir ce roman, même inachevé, en disposition dans les années 80. J'ai oublié la date exacte, mais c'est pas difficile à retrouver. Et c'est un texte magnifique, Ébauche du Père, sur la quête du Père. C'est un truc... moi, à l'époque, je l'ai chroniqué dans Algérie Actualité. J'avais fait un long papier. Je vivais à Alger à l'époque. Et franchement, ce roman, moi, m'avait bouleversé, saisi. C'est incroyable. C'est une autofiction. En même temps, c'est un roman. En même temps, c'est un journal. En même temps, c'est quelque chose d'éblouissant. J'espère qu'ils vont le rééditer un jour chez Gallimard. Je le souhaite. Très bien. Écoutez, on va passer la parole à la salle, si vous voulez bien. Nous avons encore une petite vingtaine de minutes. Donc, si vous voulez, on peut engager le débat. Je voudrais juste rappeler que dès 1983, Edmond Charlot avait publié dans notre collection Méditerranée, le journal d'Alger, en janvier 1954, et celui des leçons de Gare. Voilà. Et plus tard, en 2007, Aline Sarkoja avait écouté Sénac chez Charlot. Oui. Et je pourrais ajouter à ce que vient de dire mon confrère, que j'aime beaucoup, qu'en 2001, Paris Méditerranée avait aussi publié les articles de Sénac sur la peinture, notamment. Voilà. Et j'ai oublié le titre du livre, mais voilà. Donc il y avait des bruissements importants, déjà un peu. Tu veux dire quelque chose, Pierre ? Oui, le journal qui a été publié par Charlot est un extrait
de l'ensemble du journal qui vient d'être publié par Guy Dugas. Oui. C'est ça. Mais le journal a été publié comme ça en fragments, un peu par nous, beaucoup par Charlot. Ensuite, je pense que Guy a dû faire tout un travail et d'archives et d'autorisation aussi de publication pour arriver à cela. Dommage qu'il ne soit pas là pour nous l'expliquer. Oui. Pardon? Ah, Hervé? Ouais. Je ne comptais pas du tout parler. Je pense faire partie des Sénaciens également, évidemment. Et non, j'ai été passionné, effectivement, mais c'est dommage qu'effectivement Guy ne soit pas là par le travail qu'il a fait. Et comme tu l'as fait entendre à l'instant, Jean-Pierre, et Marie également, de collecte, en fait, de recollection, puisqu'effectivement, des bouts, des fragments avaient déjà paru. Et là, on a la somme des réflexions, des carnets, du journal de Sénac, qui est une mine. Enfin, moi, j'ai pas tout lu. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu l'ensemble, mais j'en ai lu une bonne partie et c'est d'une richesse incroyable. Et je pense que ça va relancer, restimuler les études sénaciennes pour les prochaines années, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, madame. Oh, c'est Morin qui fait. Merci beaucoup à tous de votre intervention très intéressante. Merci beaucoup de votre intervention très intéressante, parce que moi j'étais néophyte et avant de venir ici et de voir la brochure, je ne connaissais pas Jean Sénac. J'aurais souhaité savoir dans quelle édition actuellement nous pouvons lire Ébauche du Père. Parce que vous avez dit que chez Gallimard c'était épuisé. Non, j'ai posé la question à Jacques Miel. Et Jacques Miel m'a dit que Ébauche du Père, édité par Gallimard, n'était pas épuisé. Et j'ai été dans une librairie, la librairie qui se trouve à côté des Deux Magots, et j'ai pu le trouver pour l'offrir. Oui. D'accord, merci de cette précision. Moi, je pensais qu'il était épuisé, franchement. Guy n'est pas là pour en parler, pardon, mais Guy insiste beaucoup dans sa préface sur la difficulté de retrouver tous ces fragments. D'abord en raison de leur dispersion, et puis en raison d'un problème sur lequel il insiste beaucoup, c'est le fait qu'aujourd'hui, une partie des archives se trouve en Algérie, une autre partie se trouve à Montpellier, je parle sous votre contrôle, et une autre partie à Marseille. Et il avait été entendu que les archives marseillaises, normalement, devaient être numérisées pour être transférées en Algérie, et ça n'est toujours pas fait. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de la possibilité d'avoir une cohérence, d'avoir une vue d'ensemble de ces traces. Voilà. Et c'est pour ça que cet ouvrage-là est important, parce qu'il donne la possibilité de voir un peu la continuité et les points forts de la bibliographie et de l'œuvre de Jean Sénac. Monsieur Flissi, oui. Je t'en prie, vas-y. Merci. Moi, j'ai connu Sénac, j'avais 15 ans à la Pointe-Pescade, j'étais gosse. Et donc, c'était un bon ami à mon frère Ladi. Et je me rappelle, gosse, à la mer, là, il parlait de poésie. Moi, j'étais enfant, ça ne me disait rien la poésie, il racontait n'importe quoi. Et puis voilà, donc c'était un ami de la famille. J'ai fait un article sur l'Ouatan, là, le 26 septembre, que j'ai ici, avec Jean Sénac et mon frère et tout ça. Donc, c'est des souvenirs qui sont restés scannés dans ma mémoire, des moments très, très
C'était je sais pas, un grand monsieur, même s'il était mort, assassiné dans des conditions terribles. Et je me rappelle la rue, là où il est décédé. Mais j'ai même visité, je suis rentré juste après l'assassinat, le sang par terre et tout ça. Donc ça m'est resté dans ma tête, c'est un peu scanné, c'est cimenté de tous ces moments douloureux de quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'Algérie, qui a aimé l'Algérie par rapport à d'autres écrivains, soi-disant un peu plus, je dirais pas Camus, tout ça. Donc c'est très douloureux pour nous. Après son assassinat, on a été vraiment très touchés parce que ce monsieur a été rejeté par l'Algérie, par la France, par tous les pays en ce moment-là. Il n'y avait rien sur le journal Moudjahid, il y avait juste un petit truc, là où on parlait de... J'ai fait un article sur l'Ouatan, là, qui est sorti le 26 septembre, un hommage, toute une page, et j'étais vraiment content de le faire, et voilà, ce sentiment-là, qu'on rejette quelqu'un parce qu'il était homosexuel, il avait la baya, les gauches, je me rappelle, là où il avait été, il jetait vraiment des crachats sur lui, c'était des moments... Donc ça m'a vraiment fait du mal et c'était un grand poète, un grand monsieur, plus que René Char, plus que beaucoup d'autres. Voilà, tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose? Merci beaucoup, Monsieur Flessy, merci beaucoup. Je voulais dire que Sénac, il a surtout été très maltraité par le pouvoir dans les années 60-70. Il avait une émission de radio très très importante qui s'appelait Poésie sur tous les fronts, où il a amené vers la poésie, vers la beauté, une génération entière de jeunes poètes et au-delà. Et c'était une émission très écoutée, très importante. Il n'était pas payé, il vivait comme un mendiant, il vivait dans la cave de la rue Élysée-Reclus où il a été assassiné. Donc ça, c'est une faute impardonnable. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Marie. Tout à l'heure, j'insistais sur le fait que Jean était polyvalent, notamment son rôle dans la découverte d'écrivains dans les années 50, son rôle dans la mise en valeur de la peinture algérienne. Il a été jusqu'à ouvrir une galerie, on ne le souligne pas assez, et son rôle dans les années 65-70, que tu viens d'évoquer, évidemment dans la découverte de nouvelles voies, de nouvelles écritures. Et je pense qu'on ne lui a pas assez rendu justice, alors que ses voix n'étaient pas entendues et même rejetées. Il y a un passage extrêmement important dans le journal qui concerne la position de Jean face au festival panafricain. Grande fierté du pouvoir boumedieniste de l'époque. Et Jean écrit tout simplement ses messages les plus laconiques: pas invité, point. Pas invité, point. Jean n'a absolument jamais été invité à aucune cérémonie du panafricain. Et il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Beaucoup de créateurs de l'époque avaient été tenus à l'écart. Jean avait fait la jonction avec eux. Jean a mis en valeur les jeunes troupes de théâtre de l'époque, algéroises notamment, le théâtre de Mogador, le théâtre de la Mer. C'est lui qui a couru les rédactions pour leur dire tout l'intérêt qu'il y avait à aller regarder les spectacles de ces jeunes. Donc cette fonction de passeur, il l'a assumée de bout en bout jusqu'à la fin. Et vraiment, s'il faut retenir une chose de Jean, c'est ça, c'est passeur. Il est clandestin des deux rives, pour reprendre une expression, mais aussi passeur, important. Pardon. L'anthologie, bien entendu, de la poésie algérienne, publiée par les éditions Saint-Germain-des-Prés en 71. Absolument, il en était auteur. J'ai vu une main se lever. Oui. Est-ce que... J'ai le micro, là. Je voulais justement, je remercie M. Flessy pour ça,
de parler de l'autre Jean Sénac, c'est-à-dire qu'il y a celui qui écrit, celui qui est le passeur, et puis il y a d'autres aspects, et je crois que vous en avez un petit peu parlé. Je crois que s'il y a des gens dans la salle qui peuvent aussi en parler, ce serait bien. Alors, voilà. Bonjour, moi je voulais juste apporter un tout petit témoignage, parce que j'ai été témoin fortuitement de son dernier poème, le 20 août 1973, qu'il avait écrit à la terrasse du pavillon de la plage. Le pavillon de la plage, c'est un super café qui est donc sur la plage, à Tiexert-sur-Mer. Et qu'il avait écrit pour Bachir, qui lui avait été inspiré par Bachir, un jeune et très beau gardien des ruines de Tiexert. Et donc voilà, ça c'était Jean Sénac. Et moi, bon, jeune gauchiste, bon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, je l'ai beaucoup titillé, notamment sur son l'article qu'il avait publié dans Le Monde diplomatique, je crois que c'était en 1972, article dans lequel, tout en étant critique par rapport au régime algérien de l'époque, soutenait quand même l'idée d'une aile progressiste au sein du pouvoir qu'incarnait Boumedienne, et notamment autour de la révolution agraire et tout ça. Alors je me souviens toujours de ces moments-là au pavillon de la plage. Nous avions aussi passé toute la soirée ensemble, nous avions bu, il a évoqué, là aussi c'est là que j'ai appris la publication de l'anthologie de la jeune poésie algérienne. On a évoqué, c'est là qu'il m'avait parlé pour la première fois de Hamid, de notre ami, de mon ami Hamid Tibouchi, qui ne figurait pas dans cette anthologie, mais qui, pour Sénac, incarnait aussi cette nouvelle génération de poètes algériens. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et notre ami Abdelhamid Larouati. Bien sûr. Mais Larouati, il était dans l'anthologie. Hein. Oui, mais c'était pas Hamid n'était pas dans l'anthologie. Hamid Tibouchi n'était pas dans l'anthologie. C'est pour ça que je l'avais évoqué. Bon, il y avait... Et donc, voilà, 20 août 1973. Et puis, bon, la suite, nous la connaissons tous. Merci. Merci, Salah. Mais tu as peut-être pas dit, ou j'étais en train de lire quelque chose, que beaucoup de gens ont pensé que Bachir, c'était Bachir Adjali. Mais pas du tout, pas du tout. Bachir, c'était le beau jeune homme qui gardait les ruines de Tiexert. Ça, c'est parce que j'avais organisé, moi, le directeur du festival, le stade de Méditerranée. J'avais organisé il est beau. Il est beau. Et donc, la date, j'avais des intervenants, notamment c'est pas Hamid, Kawa, Abdelmajid Kawa, Hamid Tibouchi, Henri Bissikati. Et donc, au cours de la discussion, moi j'avais évoqué, j'avais donné ce témoignage, et puis il me dit, c'est Abdelmajid Kawa, il m'a dit, oui, ça m'hommage de Bachir Adjali. Non, pas du tout. D'ailleurs, ses amis, quand il parlait d'un jeune homme qu'il avait croisé, tout le monde lui posait la question, est-ce qu'il est beau ? Avant qu'il en ait parlé. Voilà. Merci Marie, merci Monsieur Tandjaoui. Sénac, critique d'art, ça a été très important. Faire connaître les artistes algériens et organiser des expositions. Et Amin Nasser Kodja l'a bien montré dans Visage d'Algérie, ce très beau livre qui est paru pour l'année de l'Algérie en France en 2003, qui malheureusement n'a pas été réédité, mais il paraît que ce serait possible. J'en ai parlé avec tes amis. Je ne trouve pas le nom, excuse-moi, j'atteins un âge où j'ai du mal à trouver les noms. Hein, mais je m'accepte. Voilà. Okay. Voilà.
Et ça c'est important. Alors merci Marie. Moi, c'est grâce à Marie que j'ai vraiment bien connu Cénac, puisque quand j'ai voulu organiser une manifestation qui lui était consacrée, je lui ai commandé tous les ouvrages qu'elle avait déjà publiés. Elle m'a envoyé un gros carton, c'était donc en 2003, et dont certains avaient pris l'eau. Hein, tu avais eu des inondations dans ta cave, et grâce à Marie, j'ai vraiment pu aborder Jean Cénac. Pas seulement grâce à toi, mais puisque je connais bien Jacques Miel, puisque je connais bien si vous voulez bien, les proches. On va revenir à juste un tout petit plaisir du texte. C'est un court poème qu'il a écrit le 29 décembre 1972. Le titre en est « Complainte de Jason ». Ce qu'ils jasent, depuis qu'ils ont vu Jason donner pour un air de jazz son écu et sa toison. Maintenant, Jason est libre, aussi nu qu'un hérisson, réduit à sa seule fibre, à la vibration du son. Si vous voulez avancer dans le corps du monde, faites entrer dans vos plaies l'or des planètes profondes, fait de bouse et de rosée. Voilà, c'était Jean. Merci à toutes et à tous. Pardon. Oula, oh, oui, excuse-moi, je regardais le... Oui, ah bon, il y a... Je ne sais pas quel est le titre des manifestations, mais il y a une série de conférences qui va être faite par Guy Dugas, je crois à travers la France et notamment chez nous à Pézenas, au pays de Charlot. Mais il y a un programme complet, mais j'ai essayé de lui poser la question et il ne m'a pas répondu. Le 17 à l'Institut du monde arabe. Oui, avec notamment René de Sécati, absolument, un grand spécialiste de Cénac, et puis le 5 au Centre culturel algérien, rue de la Croix-l'Hiver. Oui, donc le 17 à l'Institut du monde arabe, avec René de Sécati notamment, et le 5 décembre au Centre culturel algérien, avec aussi René de Sécati. Et pour les gens qui sont du Sud, ce sera le 19 janvier à Pézenas. Oui, oui. En parlant de Jean Cénac, de l'homosexualité et de l'homosexualité dans toute la période de Jean Cénac. Et je sais que je suis en train de jeter une grosse pierre, quoi. Non, il est question de faire une conférence sur l'homosexualité et l'assassinat. Ça partirait de Federico Garcia Lorca jusqu'à Pier Paolo Pasolini. Ok. Marie, tu voulais dire? Non, je voulais dire qu'il faut savoir que Jean Cénac a été l'un des créateurs, avec Bory, du phare. C'est-à-dire le front, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, en tout cas de résistance homosexuelle, dans les années 60, ici à Paris. Donc pour lui, c'était non seulement une vie, des émotions, mais aussi un combat de type politique, pourrait-on dire, qu'il a eu du mal à assumer en Algérie parce que la société était sur ce plan extrêmement répressive, mais qu'il a malgré tout voulu manifester par sa vie, tout simplement. Au bout d'un moment, il s'est, comme on dirait, lâché, c'est-à-dire qu'il a existentiellement mené son combat. Mais en France, il l'avait mené de façon plus politisée. Et donc, que nous, dans le futur, on pourra peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Merci. Merci à vous.
Très bien. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. À tout bientôt.